Bonjour. Cet été 2024, l'UDA organise tout un cycle sur le Japon, avec des cours, des rencontres, des séminaires, et moi, en tant qu'historienne, je suis heureuse de vous proposer un petit séminaire de 2 fois 2 heures, disponible en ligne et à votre rythme sur une question éternelle, la femme japonaise. La femme japonaise en pleine mutation. Je vous propose de passer directement à la toute petite bande de lancement que je vous propose. La femme japonaise de l'ombre à la réalité, c'est tout un parcours. Quels sont les interdits? Quelles sont les transgressions? Dans le cadre de ce cycle Japon, 2 capsules de 2 heures sur Zoom, disponibles à votre rythme. Et nous avons le temps, nous prenons le temps de nous consacrer à qui est cette femme japonaise, que l'on voit peut-être encore beaucoup comme étant idéale et évanescente, parfaite, strictement prévisible, ultra codée, ultra canalisée, invisible finalement dans la société et bien sûr toujours souriante, comme ces masques assez typiques des masques en bois pour le théâtre, où le masque est forcément figé, mais il représente bien, dans la comédie, dans le kabuki en tout cas, la femme parfaite, tellement impassible. Et regardez simplement le détail, les sourcils sont masqués par le fond de teint et repeints beaucoup plus haut sur le front. C'est un des critères de l'esthétique à une époque ancienne que nous envisagerons. Voilà, il n'y a pas toujours eu le kimono, il n'y a pas toujours eu l'uniforme de la petite écolière, il y a énormément de représentations de l'évolution de la mode et de l'évolution de la présence, de la représentation de la femme japonaise. Regardez celle-ci, elle est plutôt jolie, potelée, elle aurait même plutôt un buste rond. Ce n'est pas l'image que nous nous en faisons. Oui, mais ici, c'est le 8e siècle. Le maquillage, les yeux ronds, les yeux en amande, le nez bien dessiné, la bouche petite, quels étaient les critères au 8e siècle? En tout cas, à l'époque, la grande époque, Heian, une dame de cour portait forcément, à titre d'habit de cérémonie, une superposition de 12 robes. Évidemment, les formes sont complètement masquées, les formes ne sont pas un atout au Japon, en tout cas dans la mode classique, et simplement le jeu sur la séduction se fait dans le choix des robes, la juxtaposition des tissus et l'agencement ultra subtil, incroyablement codé de tous ces textiles. Mais il y a des femmes célèbres dans l'écriture et dans la culture japonaise bien avant l'époque contemporaine, ne serait-ce que Seisho Nagon, qui nous a donné ces notes de chevet. Ce sont des notes intimes, elle est une dame des palais impériaux, elle observe beaucoup, elle comprend beaucoup et elle balance énormément sur ce qu'il se passe autour d'elle. Évidemment, les représentations que nous en avons sont postérieures, mais intéressantes. Ou alors, nous avons encore Murasaki Shikibu, celle qui a écrit le Dit du Genji, qui est peut-être le premier roman psychologique de l'humanité, le premier roman fleuve en tout cas de l'humanité, et très certainement du Japon. Les représentations que nous avons d'elle sont postérieures toujours, mais le texte reste extrêmement intéressant. Donc, en gros, l'attitude de la femme japonaise au fil du temps, dans ce que nous disent, en tout cas, c'est Shonagon et Shikibu, c'est que tout est hyper codé. Par exemple, on ne pleure pas, c'est d'une indécence incroyable. On pose une manche sur le visage pour dire que l'on pleure. Quand on est gêné ou dans les mois, on se cache derrière un éventail. Et donc, tout est un jeu de reconnaissance et de signes. Mais, me direz-vous, oui, mais il y a aussi les geishas, les geiko, les maiko, les bijinga, toutes ces vedettes du Yoshiwara, de ce quartier des théâtres et des plaisirs. Nous avons en Occident une vision de la geisha parfois très, très édulcorée, voire extrêmement douteuse, disons-les. On en est très loin. Le Yoshiwara, c'était le monde des théâtres, des restaurants, des salons de thé, et une geisha, pour prendre l'étymologie du mot, c'est quelqu'un qui pratique les arts, l'art de la civilisation japonaise, et les grandes vedettes avaient toute une cour avec leurs petites apprentis. Et évidemment, il y avait aussi les geishas qui n'avaient pas réussi à obtenir un certain statut. Il y avait aussi évidemment des courtisanes, mais elles n'avaient plus le titre de geisha. Et puis voilà, au fil du temps, il s'en passe beaucoup, et puis on arrive petit à petit à l'ère Meiji, l'ère de l'ouverture du Japon avec l'Occident. Comment évoluent ces femmes après des millénaires
d'éducation extrêmement stricte. Comment évolue-t-elle pour se moderniser puisque l'empereur le veut à l'époque? Meiji, que deviennent-elles? Quel est le bouleversement des codes? Comment adapte-t-on la mode, tout simplement? Et pour aller encore un peu plus loin, que nous dit Amélie Nothomb, par exemple, de la femme japonaise? Je prends un exemple ici. Euh, Toute beauté est poignante, mais la beauté japonaise est plus poignante encore. Et des pages se succèdent. Évidemment, l'imaginaire occidental, le regard occidental est très chargé, très connoté sur la femme japonaise. Prenez l'exemple de l'opéra de Puccini, Madame Butterfly. Honnêtement, c'est une histoire d'Européens qui se passe à titre anecdotique au Japon. Mais c'est extrêmement intéressant de voir comment le Japon est utilisé dans cette histoire très européenne. Et puis, il y a, dans un deuxième temps, les dessinateurs, les artistes, les graveurs d'estampes qui viennent prendre des informations en Occident pour européaniser leur peinture et en même temps, les Occidentaux se rendent compte que l'estampe japonaise est une pure merveille qu'il faut à tout prix protéger, alors qu'elle perd un petit peu de son aura au Japon même. Qui sont ces artistes? Qu'est-ce que ça a donné? Comment se représente la femme de cette manière-là? Automatiquement, on aura aussi les années 20 dans la mode et dans l'apparence des femmes dans le Japon de moins en moins classique. Qui sont ces jeunes filles très européennes, les moga, les modern girls en japonais, ces femmes qui justement sortent, boivent, se coupent les cheveux. Et alors, il y a aussi toutes celles qui transgressent ouvertement, les femmes tatouées. Normalement, le tatouage est épouvantablement proscrit au Japon. Oui, mais quand on appartient à la pègre, c'est évidemment un signe de reconnaissance. Et puis évidemment, nous avons toujours à l'esprit ces ravissantes petites filles en uniforme scolaire. Un uniforme scolaire très européen, manifestement. Pourquoi? Comment? Depuis quand? Et jusqu'à quand? Quand on voit ici ces jeunes filles qui sont évidemment de très grandes ados, voire de jeunes adultes, porter le même uniforme, est-ce qu'on ne serait pas tout doucement dans une dérive? Ou alors, qui sont ces japonaises ganguro? Des visages noirs? Bien sûr, c'est un courant contestataire qui s'oppose à l'idée de teint pâle, cheveux noirs. Et puis, il y a le style kawaii aussi. Qui sont ces petites filles qui jouent à se déguiser en style mignon? Kawaii veut dire mignon. On connaît Hello Kitty, mais même, jusqu'où cela va-t-il? Et alors, les cosplays, qui sont ces jeunes, en gros, non, il n'y a pas d'âge pour être jeune, qui adorent se déguiser, se coiffer, vivre à la mode de tel ou tel héros de bande dessinée ou de série. Et je n'ai pas encore fait le tour de la question, mais il y a aussi plus fondamentalement une question sur laquelle nous ne revenons pas assez en parlant de femmes japonaises dans l'acceptation actuelle générale que nous en avons. Les premières femmes du Japon, ce sont les Aïnous, bien sûr, ce peuple aborigène, ce peuple-là depuis les origines que les vagues successives de migration ont trouvé en arrivant dans les îles japonaises. Qui sont les Aïnous? Comment s'habillent les femmes Aïnous? C'est peut-être la base. Et alors, actuellement, il y a aussi une pression qui cherche à se dire dans les codes qui canalise la femme japonaise, le dessin animé Agretsuko, Agressive Retsuko, créé en 2016, est là aussi pour le dire. Bon, chaque séminaire, que vous me connaissiez ou non, vous savez ou vous verrez, vous découvrirez que je l'accompagne toujours de beaucoup de suggestions, de livres de lecture que je vous recommande, de films, de vidéos. Je vous livre en plus des heures d'enregistrement, toujours beaucoup pour approfondir les sujets. Bref, la femme japonaise, petit séminaire court, mais gros sujet, vraiment dense et vraiment amplement contemporain, tout en remontant très loin dans le temps, que je vous invite à partager sur l'UDA. Merci l'UDA. Cliquez sur le lien et nous serons en contact pour le séminaire. À bientôt!